Alors, nous allons maintenant parler de la session. Donc, on l'a vu, dès qu'on a besoin de transvaser des données d'une page à l'autre, ce que l'on fait pour le moment, c'est qu'on utilise des URL, on utilise des paramètres. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est peut-être sauvegarder l'utilisateur, me dire l'utilisateur est connecté, ou sauvegarder un message pour pouvoir le afficher plus tard, et faire des traitements un petit peu plus complexes, et sauvegarder des informations. Donc, Ruby on Rails intègre un système de session qui va permettre de gérer ça. Alors d'abord, il faut le configurer. Donc si vous vous rendez dans le dossier config, vous avez dans le dossier initializers un fichier qui s'appelle session store, qui pilote un petit peu comment est gérée ces sessions-là. Donc par défaut, c'est géré par des cookies et ça utilise une clé particulière que vous pouvez changer par la suite pour être un petit peu plus identifiable. Alors vous avez d'autres types de store, vous avez le cache store qui vous permet d'utiliser le système de cache pour storer les sessions, pour sauvegarder les sessions. Vous avez le active record store qui vous permet d'utiliser votre base de données directement. Et ensuite vous en avez d'autres tels que même cache store ou plus tard si vous décidez vous pouvez en installer d'autres tels que Redis store et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour l'instant on va laisser le principe du cookie store et on va un petit peu analyser le fonctionnement. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est définir une variable dans la session pour la page article, et lorsque je vais sur la page catégorie, récupérer cette information-là. Donc la session est accessible grâce à la méthode session depuis nos contrôleurs. Donc si je vais sur mon post contrôleur, donc je vais ouvrir juste le post contrôleur et le categories contrôleur. On va les mettre côte à côte. Donc sur ma page index, je peux accéder à la session en faisant session. Et l'avantage, c'est que c'est accessible comme un hash. Par exemple, ici, je peux lui dire, je veux définir un utilisateur, on va mettre un user ID, et je vais donner la valeur 4. Comme si c'était une variable toute simple. Si ensuite je veux récupérer cette variable-là, je peux le faire dans mon contrôleur. Donc là, je vais créer une variable à user ID, et je vais lui dire que je récupère dans la session le 2.user ID. Et ce truc-là, je vais l'afficher au niveau de ma catégorie de ma page. Donc dans mon index.html, je vais créer un paragraphe, je vais mettre session, @session. Et on va l'inspecter carrément, comme ça on pourra y injecter des valeurs un petit peu plus importantes, et là on va mettre @session. Alors si maintenant j'essaie, je me rends sur la page de listing des articles, ça va automatiquement créer ma variable de session, et si je vais maintenant dans la partie catégorie, j'obtiens nul. Alors j'obtiens nul parce que j'ai mis un S en trop. Hop. Mais si je réactualise, je vois bien que j'obtiens le chiffre 4. Donc de la même manière, vous pouvez stocker d'autres informations. Ici, si je décide de stocker par exemple un hash qui va contenir le username Jonathan, et ensuite l'ID 2.3, ça va être sauvegardé. Si hop, je réactualise cette page-là et que je vais sur catégorie, je vois bien que je récupère mon hash. Et vous pouvez sauvegarder comme ça tout un tas d'informations. Donc les sessions vont toujours fonctionner de la même manière. Vous allez mettre une clé et à cette clé associer une valeur. Et dans cette valeur, vous pouvez mettre un petit peu n'importe quoi. Alors après, ne mettez pas forcément beaucoup de choses dedans parce que plus vous mettez d'informations, plus c'est compliqué de les stocker. Alors par défaut, comme on l'a vu dans le Session Store, ça utilise le système de cookies. Alors si j'inspecte, hop, et que je vais donc dans la partie console, c'est la partie application. Si je regarde mes cookies, donc pour localhost, je vois que je retrouve dans la valeur, non pas quelque chose qui est visible en clair, mais je me retrouve avec une clé. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les cookies, on peut sauvegarder des informations un petit peu sensibles. Vous imaginez, si je sauvegarde quelque chose comme ça, quelqu'un qui de mal intentionné pourrait se dire, j'ai modifié le cookie et modifier le username ou modifier l'ID pour pouvoir tricher. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Donc pour éviter que quelqu'un mitige en fait avec les cookies et modifie les informations, ils sont chiffrés à l'aide d'une clé. Et cette clé est trouvable dans la partie secret. Donc si vous allez dans config, vous allez ensuite dans secret.yml et là, il génère différentes clés. Donc on est en développement, donc c'est cette clé-là qu'il a utilisée pour chiffrer et déchiffrer les différents cookies. Si je coupe mon application Ruby on Rails, je vais modifier la valeur de ma secret et je redémarre Ruby on Rails. Si j'essaie de me re-rendre sur la page catégorie, cette fois-ci, je vois que dans la session, j'ai nil. Tout simplement, j'ai effectivement un cookie pour cet utilisateur-là, mais pour lui, la valeur, il n'a pas été capable de le déchiffrer, et du coup, la session est erronée. Donc de la même manière, donc je vais revenir sur l'article pour qu'il redéfinisse ça, mais si quelqu'un s'amuse et se dit, là je ne peux pas le faire depuis cette interface-là, dommage, mais il se dit, j'essaie de modifier le cookie, ça ne va pas fonctionner, parce que dès qu'il le modifie, s'il n'a pas ma clé secrète, il ne peut pas être capable de chiffrer les informations. Et du coup, mon application Ruby on Rails va le détecter. Donc ce qu'on pourrait être tenté de se faire, c'est de se dire, on peut utiliser ce système-là pour par exemple afficher un message de succès.
Imaginons, je veux... Donc là, on va rester sur notre poste contrôleur. Lorsque je mets à jour un contenu, sauvegarder dans la session un message de succès. Donc là, on va mettre session.success. Et dans cette session, on mettra le message de succès. Par exemple, article modifié avec succès. Maintenant, j'ai envie d'afficher ce message au niveau de ma vue. Donc, je suis redirigé vers le chemin de tous les articles. Donc, ça sera post_path. Ou même, je me dis, allez, je peux carrément le mettre dans mon application général, dans mon layout général, juste au-dessus du contenu. Je vais lui dire, si on a un session success, ben dans ce cas-là, je veux que tu l'affiches. Donc là, j'ai écrit n'importe quoi. Là, on ne veut pas afficher. Hop. Et on va l'afficher en faisant un div qui a la classe alert, alert-success, et on mettra à l'intérieur le message de succès, session success. Donc je réactualise ma page. Donc pour l'instant, je n'ai rien, c'est normal. Je clique sur éditer, je modifie l'article, et là il me dit bien l'article a été modifié. Le problème, c'est que dans cette session-là, il stocke les informations. Du coup, ce message d'alerte reste affiché en permanence. C'est pas idéal. Donc, on pourrait se dire, bon, une fois que tu l'as affiché ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le supprimer. Alors, pour supprimer quelque chose dans la session, on peut faire un session.delete et on lui dit la clé à supprimer. Dans ce cas-là, success. Si je réactualise, il affichera une fois, et si je réactualise, ça a disparu parce que dans la session, il a supprimé le message de succès. Alors vous le devinez, c'est loin d'être idéal et forcément Ruby on Rails a une alternative pour ce genre de cas. Et c'est ce qu'on appelle le flash. Le flash permet de sauvegarder quelque chose en session qui sera supprimé à la prochaine requête. C'est idéal pour notre genre de cas. Donc là, on va supprimer ça. Hop. Et on est reparti. Donc au niveau de notre poste contrôleur, plutôt que de mettre quelque chose dans success, on peut mettre un flash. Et par défaut, la clé que l'on va utiliser, c'est notice. On mettra un message de notice pour dire il s'est passé quelque chose. Lorsqu'on voudra le récupérer, on le récupérera de la même façon. C'est-à-dire que dans notre application, au final j'ai supprimé le code mais c'était pas malin, je peux faire, je veux que tu affiches flash notice s'il existe, et s'il existe, voilà, je veux que tu l'affiches. Et après, on enlève le delete parce que automatiquement le système va s'en occuper pour nous. Si maintenant je refais un essai, je clique sur éditer, je modifie l'article, on me dit l'article a été modifié avec succès, et si j'actualise, il disparaît. Donc le système de flash comme ça permet de stocker des informations temporairement juste pour la prochaine requête. En revanche ici notice ça me convient pas très terrible donc je vais mettre plutôt success. Donc je mets success. Et comme ça vous pouvez mettre n'importe quoi. Après vous pouvez même dire donc dans les messages flash je mettrai plein de trucs. Donc là hop, vous pouvez même boucler dessus. Vous pouvez dire flash.each. D'où vous prendrez un premier paramètre, donc le type du message, et un second paramètre, le message à proprement parler. Et là, on greffe directement le nom du message. Donc ça va être le symbole, dans ce cas-là, success, qui traduira en chaîne de caractères, donc ça fera alert-success. Et à l'intérieur ici, j'affiche le message. L'avantage, c'est que je peux mettre en flash comme ça plusieurs messages. C'est un petit peu bizarre, mais si j'ai envie d'afficher à la fois un message de succès et d'erreur, je peux le faire. Si maintenant je me rends sur la page d'édition et que je modifie l'article, donc il y a une petite erreur, oui, ici c'est pas message, mais c'est MSG. C'est name. Voilà. Si je réactualise la page, j'ai à la fois donc ce message-là et c'est pas erreur, c'est danger. Voilà, hop. Donc là, il faut rééditer l'article pour le coup, mais comme ça, je peux boucler sur les différents messages et faire différentes opérations suivant les cas. Alors, il y a même une méthode un petit peu raccourcie. Vous n'êtes pas obligé de définir les messages flash comme ça. Vous pouvez le faire dans un redirect. Vous pouvez lui dire dans le redirect, je veux que tu flashes. Et dans le flash, vous allez dire j'ai un flash de succès où je te mettrai ce terme-là. Si maintenant, hop, je réédite mon article, ça fait comme ça directement ce truc-là. Et vous pouvez même raccourcir les choses en mettant directement une clé comme ça, success. Alors là, en l'occurrence, il faut mettre notice. Et si vous mettez ça, ça créera un message flash qui va s'appeler notice et qui aura cette chaîne de caractères. Si j'essaie de modifier l'article, je vois bien que ça me donne cette clé notice. Par contre, petit détail important, si vous mettez success et que vous essayez de modifier l'article, vous voyez qu'on n'a pas le message flash. Par défaut, il accepte comme méthode raccourcie juste notice et error, il me semble. Mais vous pouvez lui dire de rajouter des nouveaux types de messages flash. Alors pour cela, il faut utiliser une méthode qui s'appelle
add underscore flash underscore tips. Et vous pouvez lui dire les différents types que vous allez accepter de manière supplémentaire. Donc là, pareil, si vous êtes intéressé, je vous invite un petit peu à regarder le code. Et globalement, ça définit une nouvelle méthode particulière. Au niveau de notre système, nous, on va ajouter deux nouveaux types, le type danger et le type errors. Donc là, enfin, le type success. Donc là, on va directement le faire dans notre application controller, vu qu'on veut que ça concerne toute notre application. Donc on va lui dire, dans le application controller, je veux rajouter un type success et un type danger. Voilà. Et maintenant, sans rien changer d'autre, j'ai maintenant le système de succès. Donc si j'édite l'article et que je clique sur modifier, on me dit bien l'article a été modifié avec succès. Et là, hop, c'était success. Hop, voilà. Donc de la même manière, si je reviens sur le create, là au niveau de mon redirect, je peux mettre article créé avec succès. Sur le new, on n'a rien à faire. Sur le destroy, ben, on mettra la même chose. Hein. Success, article supprimé avec succès. Et c'est tout. Et là maintenant, on a un petit système d'alerte qui permet d'informer les utilisateurs lorsqu'il se passe quelque chose. S'il clique sur supprimer et qu'il supprime l'article, ça lui indique que l'article a été supprimé avec succès. Alors un petit détail par contre, ça peut arriver, suivant certains cas qu'on verra un petit peu plus tard, d'avoir envie d'afficher un message flash instantanément. Si par exemple ici je me dis, alors là on va enlever ce session, je vais mettre un flash, et on va mettre un flash de succès qui dit salut. Qu'est-ce qui va se passer si je réactualise la page? Donc c'est la page article. J'ai mon salut qui s'affiche et si je vais sur la page catégorie, le salut reste affiché. Ce qui s'est passé, c'est que le flash a été sauvegardé pour la session en cours et pour la suivante. Et vu que je n'ai pas eu de redirect, ça a posé problème. Donc si vous voulez que quelque chose soit affiché seulement pour la requête actuelle et que ça soit quand même dans les flashs, vous pouvez utiliser la méthode flash.no. Dans ce cas-là, il ne le fera que pour la requête actuelle. C'est-à-dire qu'ici, dès la fin de cette requête, il a nettoyé les flashs. Si je vais sur Categories, je n'ai pas le système de salut. Si je reviens ici, j'ai le système de salut. Donc ça sera utile pour les messages d'erreur, on verra plus tard, mais il faut parler des validations, donc on va éviter d'enchaîner les choses. Mais voilà, le flash.no permet ce genre de choses. Donc enfin, vous avez, comme pour les sessions, la possibilité de travailler avec les cookies. Donc les sessions sont sauvegardées juste pendant la navigation de l'utilisateur, et les cookies vous permettent de sauvegarder des informations et de piloter un petit peu plus la durée. Alors, vous avez plein de méthodes dessus. Donc d'abord, pour créer un nouveau cookie, vous faites cookie, vous mettez le nom, donc par exemple on va l'appeler username, et dans ce cookie on va mettre John. Si je fais ça, ça créera un nouveau cookie qui va s'appeler username et qui aura la valeur John. Si j'essaie d'actualiser donc la page article qui contient ce code-là, j'ai une erreur parce qu'il y a un petit test, désolé. Si je ressors mon inspecteur, je vais dans la partie donc application, je vais dans mes cookies et je vois que j'ai un cookie username qui contient la valeur John. Et ce cookie expire pour la session. C'est-à-dire que si je ferme mon navigateur, la donnée est perdue. Donc ça fonctionne un petit peu comme les sessions, sauf que là, c'est sauvegardé typiquement sur le cookie. Alors pour le coup, ça fait un peu le même usage parce que j'ai choisi d'utiliser les sessions sous forme de cookies. Mais si jamais vous avez les sessions en fichier, c'est différent, quoi. Le système de cookies va vraiment sauvegarder dans les cookies de l'utilisateur. Vous pouvez sauvegarder une information un petit peu plus complexe pour lui dire comment expirer le token. Par exemple, hop ici, je peux lui dire voilà la valeur de mon cookie. Par contre, je veux que tu expires un petit peu plus tard que la session, donc je mets un coup de expires et je vais lui dire tu expires dans un mois. Donc one.month.fromNow. Donc là, c'est un petit peu de sucre syntaxique pour générer une date. Hein. Et si je réactualise la page, pouf, cette fois-ci, il aura généré un cookie et ce cookie va expirer à la date que je lui ai demandé. Donc là, globalement, c'est dans un mois, donc c'est en décembre. Et vous pouvez piloter comme ça l'expiration. Donc ça fonctionne très simplement. Alors par contre, faites attention, vous ne pouvez sauvegarder que des chaînes de caractères. Si vous vous dites, hey, je suis malin, je vais sauvegarder un truc comme ça, ça ne va pas fonctionner. Ce qui va se passer, c'est que lui, il va générer ça sous forme de chaîne de caractères et ça donne n'importe quoi. Si vous avez besoin de sauvegarder des objets, dans ce cas-là, il faudra utiliser la classe JSON pour pouvoir générer un JSON, qui sera donc une chaîne de caractères que vous pourrez ensuite décrypter. Donc là, par exemple, je génère le JSON qui correspond à ça et je l'injecte dans les cookies. Ce qui fait que maintenant, dans les cookies, j'aurai une version en JSON et si je veux la récupérer, je peux lui dire puts json.parse. Je veux que tu parses ça et que tu l'inspectes.
Si je réactualise la page, hop, et que je regarde au niveau de mon terminal, il arrivera bien à récupérer les informations. Donc faites bien attention à ça. Si jamais vous avez besoin de sauvegarder des informations complexes, il faudra utiliser le JSON, un format JSON ou n'importe quel autre format. Donc par défaut, les cookies, comme on le voit ici, sont en clair. C'est-à-dire que n'importe qui dans la partie application peut les modifier et altérer un petit peu les données. Alors vous avez d'autres types de cookies. Vous avez les cookies signés. Donc si vous voulez vérifier que la personne n'altère pas les données, donc là on avait dit qu'on l'appelait John, vous pouvez utiliser non pas cookie directement, mais cookie.signed. Si vous faites ça, hop, automatiquement il va définir la valeur, mais il va utiliser un système de signature qui lui permettra de vérifier que le cookie a été bien défini par vous. Et là, il utilisera encore une fois le système de clé secrète. Ça, c'est décomposé en deux parties. Vous avez un premier, donc une base 64 de votre clé. Donc, si vous essayez de taper ça sur un site qui décode, donc là on va prendre base 64 décode. Si j'essaie de décoder la première partie, j'obtiens bien ma chaîne de caractères John. Et après, la seconde partie permet de signer. C'est-à-dire que si quelqu'un essaie de modifier les informations, ben votre application Ruby on Rails le saura et empêchera l'information de remonter. Alors on peut se dire quel est l'intérêt de ça. L'intérêt, c'est de permettre à du JavaScript, par exemple, de récupérer les informations tout en vous assurant que le cookie est signé et que du coup l'utilisateur ne l'a pas altéré. Donc en JavaScript, vous pouvez lire les informations. Après, elles peuvent être erronées si l'utilisateur l'a tempéré, mais c'est pas bien grave. Par contre, quand votre serveur la récupère, lui, il peut les vérifier parce que ça a été signé. Enfin, vous avez un dernier type qui est le type encrypted, qui, comme son nom l'indique, va faire un petit peu la même chose que ce que l'on a vu pour les sessions. C'est que globalement, il va chiffrer les informations. Et là, par contre, il n'y a aucun moyen de les déchiffrer sans votre clé privée. Donc, par exemple, si vous intervenez avec du JavaScript dessus, vous ne pourrez pas récupérer les informations. Ça voudrait dire que votre JavaScript affiche votre clé privée, ce qui est jamais terrible. Et, ce qui est pas du tout une bonne idée. Donc là, voilà, on retrouve l'information un petit peu comme le système de session. Donc, suivant ce que l'on va vouloir faire, on va utiliser l'un ou l'autre. Enfin, vous avez un petit raccourci si jamais vous voulez créer un cookie qui reste tout le long de la vie de l'utilisateur, qui est permanence. Si vous faites permanence, le cookie aura comme date d'expiration la date la plus loin possible. Donc ici, ça sera en 2036. On a de quoi faire. Et vous pouvez les cumuler. Donc vous pouvez dire, je veux que le cookie soit permanent et soit en plus signé. Et dans ce cas-là, automatiquement, hop, on va avoir un cookie signé et qui est en plus permanent. Enfin, si vous voulez supprimer une clé, il faudra utiliser la méthode delete. Donc attention, il faudra utiliser la méthode delete simplement directement sur cookie. Parce que peu importe comment il est signé, comment il est truc, il a toujours la même clé. Donc là, je choisis de supprimer la clé qui correspond à username. Si je réactualise la page, dans mes cookies, je n'ai plus le username. Voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations sur les paramètres que prennent le cookie, vous cherchez cookies dans la documentation, hop. Et c'est dans le action dispatch, voilà, vous avez les différents paramètres. Donc comme on l'a vu, on a le value qui permet de définir la valeur. On a vu la date d'expiration. Vous avez la possibilité d'obliger les cookies à passer par du HTTPS, donc ça peut être pratique. Vous pouvez choisir le type de domaine qui est supporté, le chemin si vous voulez que ça soit que dans un sous-dossier. Donc vraiment, vous avez toute la granularité de configuration que vous pouvez rechercher au niveau des cookies. Donc voilà pour les différentes choses qui permettent de persister des informations tout au long de la navigation de l'utilisateur. Donc globalement, vous le voyez, les cookies, les sessions et le flash fonctionnent un petit peu de la même manière en étant accessibles un petit peu comme un hash. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les sessions vous permettent de sauvegarder une information pendant la navigation de l'utilisateur et on pourra basculer sur un système de sauvegarde par base de données telle que Redis ou autre. On a ensuite le système de message flash, qui est un système de session particulier qui a la particularité d'être supprimé entre chaque requête. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle requête est arrivée, les messages flash peuvent être affichés ou non et sont supprimés à la fin. Donc ça peut être très très pratique pour afficher des messages lors de traitement de formulaire. Enfin, vous avez les cookies qui vous permettent d'intervenir avec les cookies de l'utilisateur. Et vous avez trois types de cookies. Vous avez les cookies de base, qui sont des cookies qui sont visibles par l'utilisateur et aussi par votre JavaScript, mais du coup qui peuvent être altérés et c'est pas forcément idéal. Vous avez les cookies signés qui peuvent être visibles mais qui ne peuvent pas être altérés, et vous avez les cookies chiffrés qui ne sont pas visibles du coup parce qu'ils sont chiffrés. Il faut votre clé sauvegardée dans le fichier secrets pour pouvoir les lire. Donc ça c'est très très pratique si seulement votre serveur a accès aux différentes informations qui ont été sauvegardées dans les cookies. Et enfin, c'est pas vraiment un type, mais vous avez la possibilité de mettre permanente si vous voulez un cookie permanent et que vous n'avez pas forcément envie de préciser manuellement une date d'expiration. Donc voilà pour la gestion des cookies et des sessions sur Ruby on Rails.
Donc dans le prochain chapitre, je vous propose de parler des différents formats de rendu. Jusqu'à maintenant, on a rendu de l'HTML dès que l'on faisait quelque chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Ruby on Rails vous permet de réutiliser du code. Et si par exemple vous tapez ici /post.json, vous pouvez lui dire de rendre du JSON. Et vous le voyez, pour le moment, on a une erreur. Donc c'est ce que l'on va voir dans le prochain chapitre.